Salut à tous et à tous, c'est Revanigno, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Aujourd'hui, on va voir la notion de cast. Alors, il existe deux fonctions qui font partie de la bibliothèque standard C++, qui sont des fonctions template, et ces fonctions-là s'appellent les fonctions static cast et les fonctions dynamic cast. Alors il faut savoir que c'est des concepts un petit peu compliqués, parce qu'ils vont souvent s'appliquer surtout à des classes en fait. C'est là que c'est le plus intéressant, parce que si vous voulez, si vous le faites sur des variables, des primitives, en fait ça sera beaucoup plus simple, et dans les coulisses il y a moins de choses qui se passeront, et ça sera beaucoup plus clair. Alors on va tout de suite prendre un exemple. Ça va être un petit peu compliqué, alors accrochez-vous. On va déclarer une première classe, qu'on va appeler base. C'est la classe de base, donc c'est vraiment la classe qui va permettre ensuite de faire des sous-classes. Dans cette classe base, on va pas faire de constructeur, on va pas déclarer de constructeur, on va laisser le constructeur par défaut, on s'en fiche un petit peu. On va en revanche déclarer et définir une méthode virtuelle qu'on va appeler display. On va l'appeler print un petit peu pour changer, tiens. Et en fait, cette fonction print, elle va simplement, par exemple, ici, dans notre cas de figure, dans la classe de base, elle va afficher base à l'écran. Voilà, on va pas se compliquer la vie comme ceci. Endel. Ensuite, ici, on va faire une seconde classe qui va être dérivée de la première et qu'on va appeler, alors dérivée c'est compliqué avec les accents, on va l'appeler derived. Voilà, en anglais, on va utiliser des étymologies anglaises et du coup, celle-là, on va la mettre override puisque c'est la même fonction, je vous le rappelle. Alors évidemment, notre classe derived, il faut qu'elle dérive de la classe de base, bien évidemment. Alors, ça c'est bon. Et on va faire en fait une troisième classe. Je sais, c'est un petit peu compliqué, accrochez-vous, qu'on va appeler derived underscore second, par exemple, qui va aussi hériter, ici j'ai oublié de faire derived, c'est derived qu'on veut afficher à l'écran et pas base, puisqu'on est dans la classe dérivée, donc la classe enfant de la classe base, et ici, bien évidemment, on veut donc afficher derived second, voilà, comme ceci. Et pour terminer, juste dans la classe derive second, on va ajouter une donnée membre qui va être par exemple un integer, donc m underscore a, comme ceci. Alors ici dans la fonction main, on va faire plusieurs choses. Donc déjà, récapitulons un petit peu ce qu'on a fait, c'est très simple. On a déclaré et défini une classe base dans laquelle on a une fonction publique, une méthode publique qui est virtuelle, qui est la méthode print. Cette méthode print, quand on l'appelle depuis un objet de la classe de base, elle va afficher base dans la fenêtre de débogage. Ensuite, on a une classe derived qui hérite de la classe base, qui hérite du coup de la fonction print puisqu'elle est virtuelle et qui l'override, et à la place d'afficher base, on va afficher derive. Pour terminer, on a la classe derive second qui elle aussi hérite de la classe base, et cette classe derive second, elle a donc la fonction print qui elle n'affiche plus ni base ni derive mais derived second. Et pour finir, elle a une donnée privée qui est un integer qu'on a appelé m underscore a. Donc ici on va faire plusieurs choses. Tout d'abord, on va instancier un objet de type base qu'on va appeler base underscore obj. Voilà, comme ceci. On va maintenant faire la même chose avec une classe derived qu'on va appeler derived underscore obj. Et là, vous comprenez bien que le constructeur est appelé, même si on n'a pas les parenthèses, parce qu'on appelle le constructeur par défaut, qui nous est fourni par le langage entre guillemets C++. Donc ici, on va continuer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer un pointeur de type base, qu'on va appeler ptr to derived. Et en fait, pourquoi je l'appelle comme ça? Parce que je vais lui assigner l'adresse de derived underscore obj, comme ceci. Alors ici, ça on l'a déjà fait dans la vidéo sur le polymorphisme, on avait vu quel était le comportement. On avait vu que lorsqu'on n'implémentait pas de méthode virtuelle, eh bien, il y avait un petit souci dans le sens où c'était en fait la fonction print de la classe de base qui était appelée. Parce qu'il ne comprenait pas que la fonction était virtuelle et que du coup, il devait regarder dans ce qu'on appelle sa vtable pour voir s'il n'y avait pas des fonctions qui héritaient de cette méthode virtuelle pour faire appel à la bonne fonction par rapport à la bonne classe à partir de laquelle on y fait appel. Donc ici, si je fais un petit ptr to derived que j'appelle la fonction print, à votre avis, on l'a vu dans la vidéo sur le polymorphisme, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, on a derive bien évidemment qui s'affiche. Si j'enlève virtual, comme ceci, et que je relance le programme, donc déjà on va avoir des erreurs parce que ici on a fait un override, là aussi on a fait un override. Donc en fait là, ce qu'il va comprendre en fait, c'est que on fait appel à la fonction print, mais du coup il appelle la fonction de base parce qu'il ne va pas chercher plus loin, étant donné qu'elle n'est pas virtuelle, il ne va pas aller regarder si dans les classes dérivées on a une fonction qui a la même signature, le même nom et qui pourrait potentiellement être une bonne candidate par rapport à l'objet, le type d'objet à partir duquel on y fait appel. Donc évidemment, on va remettre
override et virtuel partout, voilà, comme ceci. Et là maintenant, bien évidemment, je relance le programme et on a bien derived qui va s'afficher à l'écran, puisque en fait, ce qui s'est passé ici, dans cette initialisation-là, de notre pointeur de type base vers notre objet de type objet dérivé, eh bien, c'est ce qu'on appelle un casting. Et un casting, c'est quoi? Un casting, c'est en quelque sorte une conversion. Et c'est une conversion vraiment explicite. Une conversion, en général, quand on parle de conversion, on parle de types qui peuvent être modifiés d'un type vers un autre. Par exemple, on peut faire une conversion d'un int en char, on peut faire une conversion de char en int, on peut faire une conversion de float en int, mais à ce moment-là, par exemple, si le float avait des chiffres après la virgule, ils seront supprimés pour être stockés dans un int. On peut faire ça, par exemple, à travers le cstyle, donc les parenthèses vers le type de données vers lequel on veut faire la conversion. Donc ça, ce sont des conversions. Les castes, c'est vraiment quelque chose de spécifique. On veut vraiment préciser l'objet de départ et l'objet d'arrivée. Donc en quoi on veut transformer l'objet de départ, c'est vraiment beaucoup plus rigoureux et beaucoup plus spécifique. Il faut savoir que ceci, on peut le faire d'une autre manière. Donc ça s'appelle un upcast, c'est-à-dire que dans un pointeur de type base, on va stocker une classe dérivée, un objet de la classe dérivée. Il y a ce qu'on appelle aussi des downcasts. Donc les downcasts, c'est l'inverse. Les downcasts que je vous ai montré, dont je vous ai parlé déjà dans la vidéo sur le polymorphisme, c'est le fait de stocker donc l'adresse d'un objet de la classe de base dans un pointeur qui pointe en principe vers un objet de la classe dérivée. Donc ça, c'est pas conseillé. On verra après justement ce que ça peut provoquer en utilisant la fonction dynamicast. Pour l'instant, on va voir la fonction staticast. La fonction staticast, on va essayer de reproduire en fait ce qu'on a fait ici à travers une fonction de type staticast. Si on a par exemple un pointeur, on va appeler ptr_derived, qui pointe vers derived object par exemple, donc qui contient l'adresse de derived object, eh bien ce qu'on peut faire c'est ceci, base pointer. Donc on va commenter celui-là pour reprendre son nom en fait, je vais reprendre son nom comme ceci. Et là on fait un égal, on fait static underscore cast. Et là on a une ouverture de chevron et dans le chevron en fait on va passer base pointer. Et ici on a en fait l'élément qu'on veut transformer et l'élément en question bah, c'est le pointeur. Ici, voilà, comme ceci. Donc ici, en fait, on a fait la même chose que là. C'est-à-dire que on prend un pointeur donc de la classe dérivée, donc qui pointe vers un objet de la classe dérivée, et on le caste, on le transforme en un pointeur de type pointeur vers un objet de la classe de base. Donc ceci, c'est relativement safe. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur le polymorphisme, une classe dérivée contient forcément tous les éléments de la classe de base. Néanmoins, l'inverse n'est pas vrai. Imaginons une classe de base qui soit un triangle. Eh bien, les classes dérivées pourraient être des triangles isocèles, des triangles équilatérales, des triangles rectangles. Et il est absolument clair qu'un triangle n'est pas forcément isocèle, un triangle n'est pas forcément équilatéral, un triangle n'est pas forcément rectangle. En revanche, l'inverse est vrai. Un triangle rectangle, c'est toujours un triangle isocèle, c'est toujours un triangle équilatéral, c'est toujours un triangle. Donc, on peut utiliser un pointeur vers la classe de base en contenant les éléments de la classe dérivée. En revanche, l'inverse n'est pas vrai. Un pointeur vers une classe dérivée ne peut pas pointer vers un objet de la classe de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, ceci, c'est possible. Et ça revient au même en fait que ça. Donc on va l'appeler autrement pour pas se tromper. On va l'appeler underscore bis, pas bius. Et du coup, ben, si j'affiche ptr_derived et ptr_derived bis, vous allez voir que le comportement va être exactement le même. Si je fais F5, voilà, on a bien derived qui s'affiche 2 fois à l'écran. Donc, en fait, nos deux objets là sont un petit peu similaires, quoi. Et le cast, en fait, ici est implicite et ici, il est vraiment explicite. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se séparer de tout ça. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire derived pointer. On va l'appeler ptr_derived, comme tout à l'heure. Et ici, cette fois, au lieu de faire un static cast, on va faire un dynamic cast. On va passer un derived pointer. Et cette fois, on va passer ptr_derived. D'ailleurs, qui ne devrait pas s'appeler comme ça. On va l'appeler ptr_base. Ceci, ptr_base. Bon, voilà. Donc ici, vous voyez que le compilateur, il dit rien. Il dit rien parce que pour lui, bon, ça lui semble pas choquant, si vous voulez, qu'on essaie de transformer un pointeur qui pointe déjà vers un objet de type enfant, vers un pointeur qui pointe vers un objet de type enfant. Lui, ça ne le choque pas. Si je fais ceci, if ptr_derived, alors on fait un stdcout, ok, le cast a fonctionné, stdhandle, else, stdcout, le cast n'a pas fonctionné. Maintenant, si je lance le programme, ok, le cast a fonctionné. Bon, le cast a fonctionné, mais quelque part c'est normal, parce que notre pointeur
ptr_base, il pointait déjà vers un objet de la classe dérivée, il pointait pas vers un objet de la classe de base. Maintenant regardez, si je change ceci, que je modifie DerivedObject en derived_second, parce qu'évidemment j'ai pas créé cette classe pour rien, hein. La classe DerivedSecond, elle est là, pas par hasard, hein. Je l'ai rajoutée parce qu'elle allait nous servir. Maintenant, on est d'accord que DerivedObject, c'est un objet de type DerivedSecond. Là, ça ne lui pose pas de problème parce qu'on a vu qu'il était possible, bien évidemment, de faire pointer un pointeur de base. Je vais parler comme ça en raccourci maintenant. Un pointeur de base vers n'importe lesquels des classes enfants. Ça n'a aucun impact, il n'y a aucun problème avec ça. Néanmoins, là, ce qu'on essaye de faire, c'est compliqué. Alors, accrochez-vous, c'est le pointeur ici, là. Notre base pointer, ptr_base. Il pointe vers un DerivedSecond. Je vais l'appeler d'ailleurs DerivedSecond. On va l'appeler DerivedSecond, comme ça sera encore plus clair. DerivedSecond, lui aussi, Derived_second. Voilà. Donc ici, regardez, on a un objet DerivedSecond, qu'on a appelé DerivedSecond, c'est pas très malin, mais c'est pas grave. On a un pointeur de type basePointer, donc cette classe-là, qui pointe vers notre objet DerivedSecond. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on a un pointeur qui maintenant pointe vers ce type d'objet-là, donc derived, et on fait un dynamic cast pour prendre ptr_base et le caster en DerivedPointer. Mais on a vu que ça, c'était possible aussi longtemps que le pointeur base ici pointait vers un de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que maintenant, on ne pointe plus vers un derived, on pointe vers un objet de type DerivedSecond. Et c'est là, en fait, que ça devient compliqué. C'est là que le comportement devient imprévisible. Si je fais F5, le cast n'a pas fonctionné. Vous voyez que on a essayé de caster une classe vers une de ces classes, on va dire, consoeurs. Et ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que DerivedSecond a des informations que Derive n'a pas. Lorsqu'on essaie de caster un objet de type Derived vers un objet de type DerivedSecond, ça ne marche pas parce que l'objet DerivedSecond est tout à fait différent. La classe, elle a par exemple une donnée membre ici qui s'appelle m_a et la classe derived, elle ne l'a pas. Donc regardez, si ici j'essaye de faire ptr to derived opérateur flèche, bon, on va la rendre publique, comme ça va être encore plus simple, regardez. Hop, il est public là, ouais. Donc ptr to derive, opérateur flèche. Là, il apparaît pas. Il apparaît pas parce que il n'est pas du même type et le cast n'a pas fonctionné. Vous comprenez? Du coup, ceci ne peut pas marcher. Et vous voyez que le dynamic cast, lui, il ne fait pas de vérification sur la validité du cast au moment de la compilation. Il le fait vraiment au moment de l'exécution du programme. Et c'est pour ça ici que j'ai fait une structure conditionnelle, parce que je savais en fait que ce cast-là, il échouerait. Parce que je le répète, je ne sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les méthodes des classes, ce sont des fonctions. Et quand vous appelez une méthode à partir d'un objet, implicitement, il y a le mot-clé this qui rentre en jeu. Parce qu'on est en train d'appeler la méthode sur l'objet qu'on manipule. Mais étant donné que là, on essaie de caster une classe qui n'a pas cette variable-là vers une classe qui l'a, eh bien forcément c'est un échec. Parce que là il fait this opérateur flèche, pour vous donner une petite idée, pour schématiser un petit peu, il fait un this opérateur flèche m_a, mais m_a elle n'existe pas, puisqu'elle n'appartient pas à la classe derived, elle appartient à la classe DerivedSecond. Donc le test de cast d'un derived vers un DerivedSecond n'a pas marché, et ne marchera jamais, parce que les classes sont différentes. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je voulais parler d'autres choses, comme par exemple les exceptions, la gestion d'exceptions justement, au lieu de faire des structures conditionnelles de ce genre, faire des catchs de par exemple de bad cast. Je voulais aussi parler de réinterprète cast et de cons cast. Je vais pas en parler dans cette vidéo parce que je pense que vraiment là on aborde des choses un petit peu compliquées. C'est pas du tout trivial de comprendre comment le cast en C++ fonctionne. Donc j'ai essayé de donner quelques exemples et de différences entre le static cast et le dynamic cast. Ce qu'il faut retenir, c'est que le static cast, il fait un cast au moment de la compilation, donc il vérifie le casting au moment de la compilation, et le dynamic cast, c'est un cast qui se fait au moment de l'exécution du programme. Et je le répète, un pointeur de la classe de base peut et pourra toujours pointer vers un objet de la classe enfant, et le fait d'avoir un pointeur de base, donc de la classe de base qui pointe vers un de ses enfants, et de faire un cast de ce pointeur là vers un autre enfant, vous voyez le résultat que ça peut faire à travers un dynamic cast, et vous voyez que les casts entre classes enfants, c'est très compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo de cette playlist sur le langage de programmation C++. Ciao ciao.